أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم على حبيب المصطفى الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بحق الله حتى أتانا هذا الدين، وعلى آله وأصحابه لمن رأى العبد صباحا ومساء. أما بعد. Mes chers pères, mes chers ustads, chères mères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné le tawfiq de pouvoir nous réunir en cette salle, afin que pendant quelques heures nous puissions se faire mutuellement le rappel, incha'Allah. Rappel sur une thématique qui nous concerne tous, jeunes et moins jeunes. Thématique qui rassemble, avant même d'être musulman, mais rassemble l'humanité d'Allah sous le même drapeau, c'est-à-dire le vivre ensemble. La thématique est intitulée ainsi: ces performances du système éducatif de Madagascar. Certains poseront la question en disant: pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis à Madagascar au lieu de Madagascar? Il y a une nuance. La première, cela voudrait dire, si on avait mis le système éducatif à Madagascar, c'est quelque chose qui est inclusif. Alors que nous voulons nous approprier un système qui sera adapté à notre spécificité, nous, Malagas. Car dans chaque communauté, dans chaque pays a ses propres spécificités. Et ces spécificités se déclinent en 4 points que nous développerons au fur et à mesure. Donc, durant notre intervention, nous allons tenter de mettre en exergue les difficultés d'ordre culturel, social, que rencontre la jeunesse malgacho-musulmane. Pourquoi est-ce que je prends le temps de parler de culte, de culture et de sociabilité? Parce que, en tant que citoyen du monde, le plan social nous est indu. En tant que Malagas, la culture nous est indue. Et en tant que musulmans, le culte nous est indu. Nous allons tenter d'aborder les causes relatives à l'échec scolaire de notre génération des jeunes qui, de plus en plus, sont en manque de repères aussi bien culturels et sociaux. Ensuite, nous mettrons également l'accent sur le rôle que devrait jouer l'éducation religieuse, l'impact que cette éducation devrait avoir sur le comportement de nos enfants. Et ensuite, il faut savoir que cette influence joue finalement un rôle essentiel dans la construction d'un être humain. J'ai bien spécifié un être humain. Parce que lorsque nous nous baladons dans la rue, nous sommes d'abord des êtres humains. Notre confession fait que nous sommes des musulmans. L'éducation, avec un grand E, comme je vous le disais, repose sur 4 choses. Ces 4 choses donc doivent nous servir pour contribuer à la construction de notre jeunesse. 1. La culture et l'identité. En 2, l'éducation familiale. En 3, l'éducation religieuse. Et enfin, l'éducation académique. Certains me poseront la question: pourquoi avoir choisi cet ordre? J'ai fait ce choix parce que lorsque un enfant vient au monde, la première chose dont il va
Côtoyer, c'est la culture de ses parents. La sociabilisation à travers les relations sociales de ses parents. Ensuite, quand il va grandir, les parents vont devoir l'éduquer à travers le savoir-vivre, à travers le savoir-être. Ensuite, on en verra apprendre la religion que les parents pratiquent, parce que l'enfant n'est pas encore conscient qu'il est musulman, chrétien ou juif. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement que les parents mettent les enfants au monde et ces enfants naissent dans la fitra, c'est-à-dire dans la lignée de l'islam. Mais ce sont les parents, l'influence des parents qui feront que, au départ de la vie de cet enfant, il sera soit musulman, soit chrétien, soit juif. Donc, le cadre familial joue un rôle majeur dans l'orientation de la religion que l'enfant va prendre. Une fois que l'enfant, la famille a décidé d'orienter l'enfant vers la religion, on va l'envoyer vers les structures d'éducation. Chez nous, musulmans, ça sera les madrasas. Chez les chrétiens, ça sera le catéchisme. Chez les judaïstes, chez les juifs, ça sera dans les écoles religieuses juives. Et ensuite, on voudra que notre enfant devienne quelqu'un. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Nous l'envoyons à l'école, donc l'éducation académique. Voilà le cheminement logique de l'éducation d'un enfant. La culture et l'identité. Celles-ci se définissent par l'appartenance des valeurs culturelles d'un pays transmis de génération en génération. Elles ne se définissent pas systématiquement par un patronyme, chose que beaucoup de gens commettent comme erreur, mais plutôt par des rites ancestraux qui marquent le fondement d'une civilisation. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes à Madagascar, ce n'est pas parce que je m'appelle Rakout que je suis malagasy. Mais je peux m'appeler Mohamed et être malagasy. Parce que ce sont les valeurs culturelles qui sont en moi, de par mon ascendance que j'ai héritée, qui font que j'appartiens à ce pays. Mon patronyme me définit de par la religion que j'ai choisie. Si je m'appelle Mohamed, c'est parce que mes parents sont musulmans. Si je m'appelle Jean-Paul, c'est parce que mes parents sont de confession chrétienne. Si je m'appelle Daoud, c'est parce que mes parents sont de confession juive. Le prénom sera attribué à l'enfant en fonction de l'appartenance religieuse des parents. Un enfant ne choisit pas son prénom, on le lui attribue. On ne l'attribue pas, non pas parce que c'est un nom courant, mais on va l'attribuer généralement de par nos convictions religieuses. Ensuite, l'éducation familiale. La famille constitue le premier espace de socialisation et d'éducation de l'enfant. La famille, c'est un lieu de conservation et de transmission des valeurs sociales, c'est-à-dire le savoir-être et le savoir-vivre, et des normes traditionnelles héritées par les parents. C'est-à-dire, un enfant qui est né dans un pays voisin, par exemple les Comores, n'aura pas les mêmes valeurs culturelles qu'un enfant musulman né à Madagascar. Pourquoi? Parce que la culture est différente. La culture d'un enfant d'origine qui est issu des Sakalaves n'aura pas les mêmes valeurs culturelles qu'un enfant mère. Pourquoi? Ce sont deux régions différentes, deux types de sociétés différentes avec des valeurs culturelles différentes. Mais elles vont se rassembler à travers quoi? Les valeurs de l'éducation religieuse. Ce qui unit un Comorien, un Arabe, un Malgache, un Mauritanien, un Américain, un Français, un Espagnol, un Indien, un Pakistanais, dans une mosquée, est-ce leur appartenance culturelle? Non. C'est leur appartenance religieuse. La religion unit les cœurs. La culture unit les gens. Donc, l'éducation religieuse, elle est le fondement de la croyance véhiculée et pratiquée par les parents. Et celle-ci se transmet aux enfants à travers la pratique des rites religieux.
Un enfant qui s'appelle Mohammed, dont les parents ne pratiquent pas l'islam, comment est-ce que cet enfant va-t-il pratiquer l'islam? Mufti Menk, qui est le mufti du Zimbabwe, disait que si un être humain veut voir, si un mari veut voir si son épouse pratique la salat, c'est très simple. Il a juste à prendre un tapis, le poser au sol et laisser son enfant de 2-3 ans jouer avec. Si l'enfant se prosterne, ça veut dire que l'enfant voit sa mère prier. Si l'enfant se prosterne, ça veut dire que cet enfant voit sa mère prier, la pratique. Mais si l'enfant prend une cape avec, ça veut dire que dans la maison, il n'y a pas de pratique religieuse. Il n'y a pas de salat. C'est un exemple. Donc, cela veut dire que la mère, elle est le socle du foyer. Elle est le départ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, nous dit que les parents mènent l'enfant vers le monde. Et les oustades le montent vers le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les parents, ce sont ceux qui sont garants de la vie, de l'intégration sociale de leur enfant. Et les enseignants, qu'ils soient sur le plan académique ou sur le plan religieux, ce sont eux qui vont former l'esprit de l'enfant. L'inculquer de la science qui lui permettra soit de devenir avocat, devenir oustad, devenir médecin, devenir ingénieur, ou devenir illettré. L'éducation de l'enfant est partagée entre les parents et les enseignants. L'enseignement religieux va renforcer l'esprit des valeurs de vie et de pensée pour aboutir à une pratique dogmatique dans la croyance en un Dieu unique. Plus je serai persévérant dans le suivi éducatif religieux de mon enfant, plus celui-ci sera intéressé. Plus l'enseignant est intéressant dans sa pédagogie d'enseignement, plus l'enfant aura envie de se rendre dans la madrasa. Il doit y avoir ce rôle des parents de insuffler à l'enfant l'envie d'apprendre et charge à l'enseignant de réussir à capter l'esprit de l'enfant à travers sa pédagogie d'enseignement. Le fondement, le respect, la tolérance, la clémence et le vivre ensemble en sont les préceptes, ce sont les bases. Mais ces bases ne peuvent être polies qu'à partir du moment où les parents l'ont rendu brut. Exemple, lorsqu'un parent dit à son enfant, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis salam alaikum. Quand tu rentres à la maison, il faut dire salam alaikum. Avant de manger, tu dis bismillah. Après manger, tu dis alhamdulillah. Et c'est l'enseignant derrière qui va venir expliquer à l'enfant le pourquoi du comment de ses premières habitudes, ses premières valeurs qui ont été transmises à l'enfant par les parents. Mais si aujourd'hui, moi, oustad, je dis à un enfant, quand tu arrives chez tes parents, il faut dire salam alaikum. Et que quand l'enfant arrive chez ses parents, il ouvre la porte, il rentre. Est-ce que j'ai réussi ma transmission d'éducation? Non. Pourquoi? Il n'y a pas d'application. Mais si l'enfant, en venant à la madrasa, me dit « Mais oustad, maman m'a toujours dit que quand je rentre dans la maison, il faut que je dise salam. Pourquoi ?» Ça veut dire que le travail a été fait derrière. Si un enfant vient à la madrasa, me dit « Mais ma maman, la manière dont elle met le châle, elle se couvre tout le visage. Pourquoi est-ce que les filles ici à la madrasa ne se couvrent pas tout le visage ?» Ça veut dire qu'elle voit. Charge à l'enseignant d'expliquer les premières valeurs transmises non seulement par la pratique, mais également par la communication par les parents. L'éducation académique. L'école, pour la société dans laquelle nous vivons, est souvent présentée comme un instrument privilégié pour intégrer les jeunes et en faire des citoyens égaux.
L'espoir qui est placé dans l'éducation académique, lorsqu'on est jeune, est généralement perçu comme étant le seul vecteur possible de l'ascension sociale. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous mettons un maximum de moyens financiers, physiques, pour que nos enfants aillent à l'école et réussissent à l'école. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que nos enfants fassent partie de la basse classe de la société. Mais on a cet espoir d'avoir un enfant qui deviendra médecin, ingénieur, avocat, etc. Mais le diplôme, ce précieux sésame, il est perçu comme étant ce passeport qui permettra à l'enfant d'atteindre l'autre rive, de quitter la rive de l'ignorance vers la rive de la connaissance. Est-ce que cela est prohibé par l'islam? Je vous réponds clairement, non. Pourquoi? Cela est argumenté par un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Investis pleinement ta vie comme si on t'avait donné la garantie que tu allais vivre dans ce bas monde éternellement. Pourquoi? L'islam recommande quoi? المؤمن القوي أولى وأعز إلى الله من المؤمن الضعيف. Le croyant fort est préférable et aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Quelle est la différence entre un croyant fort et un croyant faible? Le croyant fort, c'est celui qui a une main qui donne. Le croyant faible, c'est celui qui a la main qui reçoit. Celui qui s'investit pour être le meilleur, être un exemple dans la communauté musulmane est meilleur que celui qui est dans l'attente. Le musulman, c'est celui qui fait le ijtihad, qui fait l'effort d'être meilleur, monter dans les classes sociales. Aujourd'hui, quand vous entendez des Averroès, qui est un des grands scientifiques de ce monde, était un musulman. Mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu une renommée mondiale? C'est l'effort qu'il a fait à travers la recherche de la science. Qu'est-ce qui fait que Saïd Qutb, qu'est-ce qui fait que Al-Ghazali, qu'est-ce qui fait que Imam al-Shafi'i, Abu Hanifa, etc., sont devenus des renommées mondiales? C'est l'effort qu'ils ont fait pour être le meilleur des meilleurs dans leur domaine. Celui qui décide de devenir médecin, être médecin n'est pas une fin en soi, mais devenir la référence dans son domaine, c'est là la vraie réussite. Celui qui décide de devenir ingénieur, ce n'est pas le diplôme, la fin en soi. C'est le fait de devenir le meilleur dans son domaine qui fera la différence. Celui qui décide de devenir oustad, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui va faire que, quel que soit le domaine qu'on a choisi, nous soyons considérés par l'autre? Ça reviendra toujours à ce que nous avons reçu dans notre enfance, l'éducation familiale. Si j'ai un bon comportement, je suis véridique, je suis investi, je suis ambitieux, je suis honnête, généreux, clément, tout le monde va me respecter. Mais si je suis un bon ingénieur, mais arrogant, les gens vont me tourner le dos. Si je suis un bon oustaz, je connais beaucoup de hadiths, je connais beaucoup de masaïd, je connais, mais je suis arrogant, les gens vont me tourner le dos. Mais si au contraire, j'arrive à parler aux gens avec une parole posée, en veillant un bon comportement, etc., les gens seront attentifs au message que je veux transmettre. Cela de la base jusqu'au sommet. Le constat. Il y a une vingtaine d'années à peu près, donc une génération en arrière, nous avions une organisation donc, dans la communauté musulmane de formation culturelle qu'on appelait les madrasas. J'ai fait exprès de mettre coco. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en général, à ce moment-là, c'était des vieux et des vieilles qui transmettaient la science, quelle que soit la communauté. À Majinga, nous avions fondé la Tifa, qui était une vieille dame. Nous avions fondé Mzemoui, un vieux. Nous avions fondé Tchepe, qui était un vieux. Fondé Asiata, fondé un tel, fondé un tel. Que des vieux. Mais, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que jadis, la base de l'enseignement culturel était la référence éducative et sociale de la communauté. Un enfant n'appartenait pas à un père et une mère. Un enfant appartenait à la communauté. Le oustad, quand il réprimandait son enfant, son élève, aucun parent n'osait dire « Pourquoi t'as frappé mon enfant ?» Mais au contraire, quand l'enfant arrivait à la maison, disait bah, « Oustad, il m'a tapé aujourd'hui, avant de te demander pourquoi, tu recevais une deuxième gifle. » Après, on te demandait pourquoi. « Ah, parce que j'ai fait une bêtise. Ben, voici une deuxième. La prochaine fois, tu ne feras pas. » Lorsque l'enfant se baladait, jouait dans la rue, et qu'un Raymanjen voyait l'enfant en train de faire une bêtise, il réprimandait l'enfant. Et quand ce Raymanjen croisait les parents de l'enfant, il disait « Attention, j'ai vu ton enfant, je l'ai frappé. » Pourquoi? Il a fait ça, 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 ça. Ben, le papa ou la maman, quand elle arrive à la maison, il met une deuxième gifle à l'enfant avant de lui dire « Ça ne se fait pas. » Pourquoi? L'enfant appartenait à la communauté. Mais aujourd'hui, l'enfant appartient au papa et à la maman. Les parents restreignent les compétences des enseignants, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan religieux. Et restreignent l'éducation communautaire. Donc, ce sont là des choses qui, aujourd'hui, nuisent au suivi éducatif de nos enfants. Donc, la madrasa, elle était la première école que fréquentaient les enfants, avant même l'école académique. Si je prends par exemple la génération de mon père il a fréquenté l'école, la première fois qu'il était à l'école, il avait 14 ans. Mais de 4 à 14 ans, il était à la madrasa. Il devait faire ce qu'on appelait à l'époque l'itimayam tourné avant de pouvoir intégrer l'école académique. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la madrasa, il allait recevoir non seulement cet amour de la science, mais également recevoir des valeurs qui lui permettraient, ce qui lui servirait par la suite dans ses études académiques. Nos parents qui ont connu ce système éducatif, ils ont une maîtrise des bases du dogme, mais surtout, ils ont un savoir-vivre et une maîtrise du vivre ensemble. Nos parents se chamaillent très peu, mais bien au contraire, quand ils se voient, ils se respectent les uns les autres. Quand ils voient des aînés par rapport à eux, il leur faut un respect incommensurable. Qu'en est-il de notre génération qui aujourd'hui, nous pensons tout savoir, tout maîtriser, avec un laps de vie très court. En 20 ans, je ne connais rien de la vie. En 40 ans, je ne connais rien de la vie. Mais celui qui a 61, 65, 70, 75, quelle expérience de la vie est-ce qu'il a en lui? Ce système, ayant existé jusqu'à la fin des années 90, donc apportait un équilibre au sein de la société et était également le socle ou la base de l'éducation. Mais de nos jours, la majorité d'entre elles donc, ont disparu, en emportant avec elles les valeurs qui faisaient leur force. Aujourd'hui, alhamdoulilah, donc, nous avons des centres d'enseignement islamique, mais à la différence des anciennes madrasas, leur impact sur la société est complètement différent. On constate un manque de cohésion entre la formation de qualité que reçoivent les enseignants, d'accord, et l'organisation de nos structures. Comment pouvons-nous comprendre qu'un jeune qui a fait Makkah, qui a fait Madina, qui a fait Azhar al-Sharif, qui a fait Darul Ulum Zakaria, qui a fait Jamiat Islami à Lusaka, qui a fait Falah al-Darain en Inde, ne soit pas capable de s'inspirer
du modèle qu'il a reçu depuis l'année où il est arrivé dans ce pays, jusqu'à l'année où il a terminé ses études dans ce pays, venir s'asseoir, réfléchir sur les spécificités de Madagascar et adapter, proposer un programme éducatif qui permettrait effectivement de pouvoir mieux éduquer nos enfants. Je le disais tout à l'heure à l'un de nos Raymondins qu'à l'époque, lorsque l'enfant arrivait à la madrasa, il commençait par l'alphabet, alif, b, t, f, jusqu'à terminer. Fini, on appelle les parents. Ton enfant, ça y est, il a fini le Courase. On fait doigt. Les parents font à manger, emmènent à la madrasa. Les enfants partagent entre eux. Ensuite, on va commencer Amma jusqu'à la fin. Les oustades appellent de nouveau les parents. Pourquoi? Pour les prendre pour témoins de l'évolution de leur enfant. Mais aujourd'hui, un enfant arrive à la madrasa, arrive à la maison, les parents ne sont pas capables d'évaluer est-ce qu'il avance, est-ce qu'il n'avance pas. Mais un jour, ils vont dire, vas-y, récite Al-Fatiha, l'enfant ne sait pas, il va le sortir d'ici, il l'a envoyé là-bas. Est-ce qu'on a apporté une solution? Non. On n'a pas apporté de solution. Le centre islamique était hier le fer de lance de l'éducation est devenu aujourd'hui un lieu de décharge. Va à la madrasa. J'emmène mon enfant par la main jusqu'à l'école. Je m'assois pendant 30 minutes pour attendre qu'il finisse l'école. Je vais m'asseoir devant l'école avec le repas du midi de mon enfant. Mais quand il s'agit de la madrasa, va à la madrasa. Mais vous n'avez pas madrasa aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on a envie de se décharger, de souffler. La madrasa, c'est devenu un lieu de décharge parentale. Donc, cela signifie quoi? Qu'il y a un réel désintéressement des parents, non pas vis-à-vis de la religion, mais vis-à-vis du programme éducatif prodigué dans les madrasas. Pour certains, la madrasa, elle est devenue l'école de la dernière chance. C'est-à-dire, mon enfant, je l'ai inscrit à l'école, j'ai investi énormément au primaire. Il n'a pas eu son 6e, première fois. Il n'a pas eu son 6e, deuxième fois. Il n'a pas eu son 6e, troisième fois. Ça y est, je suis fatigué d'investir, allez, va à la madrasa. C'est l'école de... Je vous le dis, je suis directeur d'une structure, et c'est ce que je vis. Des parents qui se déplacent depuis les 4 coins de Madagascar, qui me ramènent des enfants qui ont 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, qui ont échoué à l'école. S'il te plaît, prends-le. Pour faire quoi? Devenir hafid al-Qur'an, c'est quelque chose que les parents doivent insuffler à l'enfant depuis sa tendre enfance. Ce n'est pas quelque chose de banal. La madrasa, ce n'est pas l'école de la dernière chance, c'est l'école de la première chance. C'est le fondement de la formation d'un enfant. Et après, on s'étonne que ces mêmes jeunes qui ont fait le tour de toutes les madrasas de Madagascar finissent avec des coupes de Neymar sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent ces réseaux sociaux à mauvais escient. Ce qui m'amène à dire que la mauvaise exploitation de ces réseaux sociaux par vos jeunes encourage ce que moi j'appelle la culture du paraître. C'est-à-dire, j'ai un enfant, un élève qui a terminé son Coran, Bismillah, Masha'Allah, Allah lui a donné le don d'une très belle voix. Quand il arrive à la mosquée, il a une image. Très belle voix. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Masha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah. L'élève de Abdul Razzaq, Bismillah, Masha'Allah. Mais quand il sort de la mosquée, il ment. Il vole. Il arnaque. Il s'habille mal. Il prend la fille du voisin. Est-ce là les valeurs qu'il est censé recevoir de la madrasa? Non. Pourquoi? Parce que le travail entre les parents et les enseignants ne s'est pas fait correctement. Comment est-ce que je peux comprendre aujourd'hui? L'école appelle les parents parce qu'il y a un souci avec leur enfant à l'école. Les parents se déplacent tout de suite.
Moi, directeur de la madrasa, je vous envoie un billet pour venir pour discuter de l'avenir de votre enfant, personne ne vient. Je vais vous donner un exemple et je terminerai là-dessus. Il y a 2 ans, j'ai un jeune de Manakar qui s'appelle Zakaria, qui est maintenant en Zambie en train de faire ses études supérieures, alhamdoulilah. Il a terminé son Coran. C'est son premier diplôme. Premier diplôme. On a appelé ses parents, on les a invités, réservé de chambre d'hôtel, payé les billets, pour venir assister à la remise du diplôme de leur enfant. Ils ont su venir l'emmener. Mais maintenant qu'il faut récolter les fruits, personne n'est venu. Ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur. Qu'est-ce que les parents voulaient? Qu'ils deviennent hafez ou se décharger? Posez-vous la question. Et ce n'est pas un cas isolé. L'islam devient une fatalité, une porte, une issue de secours, au lieu d'être quoi? La base, le socle de l'éducation et de l'émancipation de l'enfant. Donc en résumé, l'échec de notre jeunesse, ce sentiment d'exclusion ou de frustration qu'ils développent ont des effets néfastes sur leur identité. Et les poussent sur le chemin de la marginalisation sociale durable en intégrant l'idée qu'ils sont mauvais. Donc ils risquent alors d'exprimer des identités oppositionnelles, et quand la culture traditionnelle inculquée par les parents entre en relation tumultueuse, c'est-à-dire entre en conflit avec la culture laïque, cela leur procure encore plus le sentiment d'être étrangers. C'est ainsi que nos jeunes développent expriment ce que Bohm, c'est un grand écrivain, un grand sociologue, appelle les enfants développent une identité oppositionnelle. Donc, c'est ainsi que chacun d'entre nous doit être conscient de ce constat et se poser la question en tant que parent, quelles sont les réactions que je dois avoir? Mais avant cela, ce petit constat a des effets sur notre société. Mais pour développer cela, je laisserai la place à Oustad Boal de venir nous montrer ce que lui a ressenti avec son expérience de 61 ans aujourd'hui sur la dégradation de notre communauté. Falyatafaddal mashkoura.